Vous écoutez les Ardosiens, on espère que tout va bien. Saison 1, épisode 1. Guérilla, tome 1 et 2, de Laurent Berton. Avec Lino. Bonjour. Ray. Bonjour. Et moi-même, Bob, pour vous servir. On va dire que je suis un peu à l'initiative de cette idée, de l'idée de parler de Guérilla, de Laurent Berton, donc je me lance. Précision, on va parler des 2 tomes. Et autre précision, comme d'habitude, ça va spoiler à mort. Et un petit scoop, le tome 3 est en écriture. Ah, il y a un tome 3 ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, mais ça c'est intéressant puisque justement à la fin du tome 2, je me posais la question, je me dis, il n'y a plus vraiment de place pour un tome 3. Et Ou sinon il devrait faire quelque chose de vraiment différent des 2 premiers tomes. Parce que ça se termine un peu dans le tome 2 quand même. Parce que... Oui, mais j'ai eu de sources sûres, si on peut dire, de sources directes de Laurent Berton, que oui, il y a un tome 3. D'accord. Bon, alors, en tout cas, les deux premiers bouquins sont donc des romans, comment dirais-je, un peu d'anticipation, et des romans qui traitent en fait de l'effondrement de la France en 3 jours, et de ce qui se passe après. Très rapidement, ça se passe dans un futur... Très proche, voire... Ouais, d'ici 10 ans, enfin c'est pas vraiment identifié. Oui. C'est un futur proche, voilà, c'est ça. Et de la société est plus que jamais empreinte du vivre ensemble à un point qui est... nauséabond. Ouais, qui commence à vraiment devenir problématique. En fait, c'est que le vivre ensemble a pris la place d'une religion, Oui, c'est une doctrine. Il n'y a plus de nationalisme, il n'y a plus rien, il n'y a plus de religion, c'est le vivre ensemble. Ah oui, mais tout a été balayé, hein, que ça soit même le socialisme, enfin toutes les idées politiques ne répondent que par le vivre ensemble, et il n'y a que ça qui mène tout le pays en fait. C'est credo ultime, et donc dans cette France-là, il y a une descente policière en banlieue qui tourne mal, et... une équipe de police se fait attaquer, il y a des morts, et le flic tire dans le tas, et plusieurs jeunes de banlieue, du coup, meurent. Ce qui va générer des soulèvements, un peu comme ce qu'il y a eu en 2005, mais puissance 10. Ah oui, complètement. Ouais. Et ces soulèvements vont provoquer, de fil en aiguille, l'effondrement du pays. Mais en fait, c'est vrai que c'est un soulèvement qui est crescendo. Oui, on va y revenir, mais ouais. C'est un des thèmes du bouquin, c'est comme c'est dans une société où tout est mondialisé, qui est ultra dépendante de l'énergie, de la technologie, et il suffit qu'un des maillons de la chaîne déconne pour que tout s'effondre très rapidement. Et c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin. Et donc, c'est un bouquin de Laurent Berton. Laurent Berton, il s'est fait connaître... la France Orange Mécanique. Voilà, via ce bouquin, La France Orange Mécanique, est sorti je sais plus en quelle année, et il s'est notamment fait connaître parce qu'il s'était fait invectiver d'une manière totalement outrancière par le vegan Émeric Caron, qui avait été totalement outrancier, qui avait tellement été excessif qu'il avait rendu Berton sympathique auprès de tout le monde, et même moi, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était ça. Et ça m'avait donné envie de lire le bouquin. Dans l'émission On n'est pas couché, c'est ça? C'était dans On n'est pas couché. Incroyable dans cette émission, c'est que c'est un vrai plateau inquisitoire. Le mec, oui, personne ne le connaissait publiquement. Il arrive, il présente son livre. Et ce qui était incroyable, la réaction de tous les participants, ils lui demandaient tous, mais qui tu es? Quelle est ta couleur politique? Au lieu de parler du fond du sujet, l'œuvre, en fait. Tout ça. Oui, ou des victimes, ou ne serait-ce que du livre, en fait. Et tout ça était tourné autour de mais qui êtes-vous? Alors dites-nous, êtes-vous plutôt de gauche, êtes-vous plutôt de droite? Et lui, il était pas venu pour parler de ça. Et en fait, tout a tourné autour de ça jusqu'à Caron qui l'attaque directement. C'est Caron qui a vraiment lancé les hostilités. Tu sentais qu'il était limite possédé, quoi. C'était incroyable. Et on en revient, on va faire un lien avec une émission précédente, on en revient avec Doc Gynéco. C'est le même type d'inquisition qu'il a eu, les mêmes plateaux, dans les mêmes médias, la même idée. Sauf que ça devait être à peu près 10 ans plus tard, donc... c'est les mêmes bourreaux à chaque fois. Voilà, mais en plus violent. Et
Et donc le bouquin qu'il a fait connaître, donc Orange Mécanique, c'était un état des lieux de la violence en France, de la violence gratuite, et ça parlait énormément de l'ensauvagement de la société. Et il part très très loin, hein, même dans ce livre-là, il remonte dans la France des années 20. Ouais. Alors je l'ai pas lu. Moi je vous le dis d'entrée, moi j'aime beaucoup Laurent Berton, j'ai pas lu ce bouquin en entier. Bah, c'est un des prochains. Dur, hein. C'est encore plus dur que Guérilla. Ouais, parce que là c'est la réalité en fait, et c'est poignant. C'est un des prochains que j'ai envie de lire de lui. Moi personnellement j'ai lu le second livre qu'il a fait, c'était Utoya, où là il parle de... Ça a l'air énorme, ce que tu m'as dit. Utoya, je vous le conseille, je pense que c'est son meilleur livre avec le deuxième tome de Guérilla justement. Et donc ça parle de Anders Breivik. Anders Breivik, c'est ce militant d'extrême droite terroriste norvégien qui a fait un attentat sur je sais plus quel ministère norvégien et qui tout de suite après on a travaillistes, le clan des... Non, d'abord il a fait une explosion à la bombe dans un ministère. Et ensuite, il a profité du chaos pour aller sur l'île où il y avait le rassemblement des jeunes socialistes, une espèce de camp d'été, c'était sur une île, donc il s'était pris au piège. Il est arrivé avec ses fusils, je sais pas combien de munitions, il les a défoncés. Et il en a tué je sais pas combien. L'horreur absolue, quoi. Ouais, enfin... Il se faisait passer justement pour un policier. Ouais, il s'est fait passer pour un policier, il y est rentré. Ce bouquin est vraiment très très bien, je vous le conseille. C'est un de ceux où il a le meilleur style. Et ce qui est vraiment très difficile avec ce bouquin, c'est qu'il est écrit à la première personne. Donc c'est Anders Breivik qui parle. Et donc Laurent Berton, à chaque fois qu'il fait ses bouquins, c'est énormément d'enquête, énormément de travail. Il a lu le manifeste d'Anders Breivik qui fait 8000 pages, je crois. Enfin, un truc très très gros. Il a eu tous les rapports d'enquête. Enfin, il est vraiment rentré dans la peau du personnage et ensuite tout de A à Z, du début de comment lui est venue l'idée, la préparation du plan qui prend des années, l'exécution des plans et après même jusqu'au procès. Et donc c'est vraiment, on se salit l'âme avec ce bouquin. Il est vraiment, il est noir, il est terrible, mais il est excellemment bien fait. Je vous le conseille à tous, il est excellent. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que Laurent Oberton a cette façon de faire, même dans Guérilla, on le retrouve, parce qu'il sort d'une école de journalisme. Et il en parle de ça, il dit il a vraiment suivi le cursus classique de tous les journalistes. C'est ça. Et aujourd'hui, il reste intègre en fait dans tout ce qu'il émet, dans tout ce qu'il fait. Il est assez factuel. Complètement. Si je peux rajouter quelque chose, c'est ce que, il me semble, Papacito disait. Il disait que la manière de travailler d'Oberton, il se renseigne beaucoup. Et surtout, en fait, c'est quelqu'un, quand il fait un livre, il se casse, il va dans sa maison de campagne et il s'isole, en fait. Il s'isole littéralement. Il y a beaucoup d'écrivains plonger dans l'œuvre. Voilà. Ensuite, un autre bouquin qu'il a fait, c'est La France Big Brother. Je l'ai lu, celui-là. Alors, il parle, en gros, c'est... Sur la surveillance, non? C'est quoi exactement? C'est pire que ça. Je dirais que c'est plutôt sur comment le système, les médias, l'État rend les gens esclaves. Comment il les transforme en chiens. C'est sur la domestication humaine. Il est assez dur et voilà, c'est Big Brother qui parle. C'est une enquête encore comme La France Orange Mécanique? Non, c'est un essai. C'est un peu particulier comme bouquin. Ensuite, il y avait Guérilla qui est sorti, il me semble. Donc Guérilla tome 1, qu'on va parler tout de suite. Par la suite, il y a eu... La France interdite. La France... oui, c'est sur les chiffres. Non, je crois qu'il y avait Le Diable dans le ciel, que j'ai lu aussi, c'est sur le... Ah oui, je l'oublie à chaque fois celui-là. Voilà, c'est sur le... Il m'a pas trop marqué celui-là, désolé. C'est sur ce pilote d'avion qui a volontairement fait cracher son avion dans les Alpes, qui s'est suicidé avec tout le monde. C'était quelque chose d'assez étonnant. Autre bouquin qu'il a sorti, c'est La France interdite, puisqu'en fait c'était une trilogie. La France Orange Mécanique, La France Big Brother, La France interdite. Et La France interdite, ça parle de l'immigration. Ouais, de l'immigration depuis les années Algérie en fait. Alors je l'ai pas lu celui-là, pareil, j'ai l'intention de le lire. Ça c'est une enquête quoi, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de données. On peut le consulter de façon partielle. On consulte un chapitre, etc. Et non, c'est très très bien fait. C'est un état des faits de la France face à l'immigration et pas qu'actuel en fait. Et il met en évidence tous les bons et mauvais côtés de l'immigration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, comme vous le savez, mais
J'ai pas eu le bouquin, mais de ce que j'ai compris, il arrive via des moyens détournés. C'est ça. Notamment le fameux chiffre de la drépanocytose, ce genre de choses. Il arrive à sortir des statistiques. Il vous livre. Et enfin, il a sorti le 2e tome de Guérilla, qu'on va aussi critiquer aujourd'hui. Et donc, visiblement, tu me dis qu'il va sortir un le tome 3. Le tome 3, d'accord. Donc voilà pour la présentation d'Oberton. Ça serait, on sait pas exactement quand, mais il travaille dessus déjà en tout cas. Voilà. C'est prévu. Moi, je l'avais déjà rencontré parce que moi j'aime vraiment beaucoup Oberton. J'ai fait dédicacer plusieurs fois les bouquins que j'avais de lui. Et j'avais fait dédicacer mon Guérilla tome 1. Je lui ai demandé s'il y avait une suite. Il m'a dit oui, une suite est prévue. Tout. Donc je savais qu'il allait faire une suite. Et là tu me dis qu'il va faire encore une suite de la suite. Donc je suis très content. Et je pense que ça sera une trilogie finale en fait. Oui. Il y a cette idée-là. Je sais qu'il procède par 3. Et voilà, c'est un peu découpé. Il y avait la France, donc la France Ange Mécanique, la France Big Brother et la France Interdite, c'est des essais, c'est des essais. Et la partie roman, qui est la guérilla. Utoya aussi, c'est un peu romanesque. Utoya c'est romanesque, mais ça ressemble à l'Action réelle. Non, au pilote de Germanwings, le Diable dans le ciel. Okay. Les deux sont un peu liés. Donc peut-être un 3e personnage aussi. Donc il fera peut-être un 3e personnage, ça m'étonnerait pas. Donc après, pour résumer, donc Guérilla, le premier, c'est le jour où tout s'embrasa, et le 2e, c'est Guérilla, le temps des barbares. Ouais, c'est ça, c'est les sous-titres. Enfin, un petit mot, on va finir la présentation par un petit mot de Ring. Ring, c'est la maison d'édition de Laurent Berton. Laurent Berton, c'est une des têtes d'affiche de cette maison d'édition. Il y a aussi Papacito, que tu as cité Rémi, qui est chez Ring. Et il y a le dessinateur Marceau, qui est un grand dessinateur de BD. Parmi tant d'autres. Mais il sort quand même du lot. Après, c'est une maison d'édition qui, au départ, était spécialisée dans les enquêtes criminelles. Criminologie. Puis ils sont partis sur les thrillers un peu noirs. Voilà. Il y a un autre bouquin de Schering que j'avais beaucoup aimé, c'est Les démoniaques de Matthias Koenig, que je vous conseille au passage, qui est vraiment excellent. Après, il y a des enquêtes qui sont pas mal. Je me souviens d'avoir lu un bouquin, L'ignoble Dr Schaeffer, je sais plus quoi, c'est sur une histoire vraie, une espèce de secte nazie dans la Cordillère des Andes qui participait au projet Condor, avec qui travaillait avec les Américains pour torturer les résistants communistes. Enfin, une histoire de fou furieux, mais qui est une histoire vraie, une communauté allemande isolée du reste du monde. Enfin, une histoire. Ah, ça repose sur une histoire vraie. Ah oui, c'est une histoire vraie. Ouais, le mec, il a vraiment existé. Enfin, c'est une histoire de dingue. Donc, je vous le conseille. Et donc, alors, pour rentrer dans Guérilla. On va commencer par une petite anecdote de chacun. Comment avez-vous découvert le bouquin Guérilla, si vous vous en souvenez? Je m'en souviens pas directement, mais je sais que je l'avais vu en surfant sur certains sites dissidents. Et je ne sais plus exactement qui en avait parlé, ou c'était directement sur la page de Ring en fait. Ouais, ça devait être ça. Tu connaissais déjà Ring alors? Oui, c'est ça. D'accord. J'avais entendu en fait j'ai connu Ring par rapport à tous les affres qu'ils ont subi des Antifa, etc. Donc je me suis dit, c'est que ça doit être des gens intelligents. Mais c'est vrai que les Antifa ont cette faculté extraordinaire de rendre sympathiques tous les gens qu'ils attaquent. Complètement, oui. C'est un peu comme l'effet Caron, tu vois, c'est la même chose. Ouais. Caron, il attaque Oberton et... Je te dis, c'est que c'est un bon Oberton. Voilà, il doit être intéressant. C'est des révélateurs de personnes intelligentes. C'est des boussoles inversées, comme on dit. C'est ça. Merci les Antifa. Voilà, continuez. Hein. Allez-y. Et toi, donc, Ray? En fait tout simplement via internet, un peu pareil, et puis un peu via YouTube aussi, parce que Ring a son compte YouTube et ils font souvent tout simplement la promotion quoi sur les réseaux sociaux. Ah oui, fait intéressant, Ring c'est, si je ne me trompe, la première maison d'édition qui a fait des bandes annonces pour la sortie de ses bouquins. Et c'est très bien fait en plus. Ouais, c'est plutôt sympa, et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et qu'ils sont un peu sortis du lot, donc ils sont assez innovants. C'est vrai que c'est bien, ouais, leurs bandes annonces sont assez percutantes, quoi, ça donne vraiment envie. Elles sont vraiment très percutantes et ça donne vraiment envie d'acheter les livres. Et voilà, j'en ai entendu grosso modo parler via internet, et puis surtout toi, Lino, qui m'en a parlé parce que tu l'as lu bien avant moi.
Puis je dis bah tiens pourquoi pas lire ça et puis eh ben, après on s'y plonge et c'est plutôt intéressant en tout cas. Oui, et donc moi, alors moi ce bouquin, Guérilla tome 1, c'est via ce bouquin que j'ai connu Burton et ça m'a un peu possédé. Je me souviens plus exactement quand je l'ai connu, mais je me souviens que j'étais à une époque où j'étais un peu travaillé par les idées survivalistes, la peur de l'effondrement, et ce bouquin, d'un coup il apparaît, et ouais c'est ces idées qui me travaillaient depuis un certain temps. Genre, quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit, bon sang, c'est le bouquin que j'aurais rêvé écrire sur ces idées-là. Oui, complètement. Donc, donc ce bouquin m'a vraiment beaucoup touché. Le tome 1, c'est peut-être pas le plus extraordinaire au niveau du style, mais il est extrêmement percutant. Et ce bouquin, il m'a vraiment vaporisé. Et ouais, je l'ai lu très rapidement. Il y a un côté autosatisfaction, parce que lorsqu'on va vers Guérilla, malgré qu'on se le dise pas, mais on va vers quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie d'entendre, enfin qu'on a envie de lire. C'est pas, alors je dirais pas forcément le mot autosatisfaction, mais plutôt le mot exutoire. Ça a permis de poser des mots sur les mots que je voyais. Le mot MAUX. Ouais, mais d'un côté, ouais, mais moi je parle de vraie satisfaction parce que j'ai réellement envie que le pays chute pour mieux renaître. Alors c'était une satisfaction de lire cette chute de la France. Bon, alors ça c'est quelque chose. C'est très personnel. Ouais. Moi j'ai pas une démarche comme ça. Moi je sais qu'il y a beaucoup de survivalistes et de collapsologues qui pensent ça, qui ont une démarche un peu masochiste quelque part. Mais moi ce bouquin le montre, tu vois toute l'horreur que ça crée, mais moi j'ai pas envie de vivre ça. Non, mais je n'ai pas envie de ça. Moi j'ai qu'une seule envie, c'est que ça ne se passe pas, mais malgré tout ça me fait très peur, donc je me prépare, comme ça on en reparlera, comme ça me tranquillise, et au pire je passerai pour un con d'avoir pensé ça, mais je serai plus heureux des cons si ça arrive pas. Bah non, parce que si tu te prépares de la manière sereine et objective, que tu l'intègres à ta vie, bon bah ça va. Bon, on en reparlera, mais voilà, c'est sûr qu'en se préparant ça, on apprend des choses, on fait quand même des choses, ça te pousse à l'activité. Ouais. Et donc voilà, ce bouquin m'a vraiment beaucoup marqué, donc du coup j'ai... Rien que le début de Guérilla, il nous plonge au milieu de ces cités, avec cette équipe de policiers, c'est très très intéressant, puis c'est des trucs voilà, soit qu'on voit beaucoup à la télé, soit qu'on vit. Et c'est rare d'avoir comme ça une odeur à travers le texte de ce que c'est réellement. C'est les trucs façon, tu sais, pas zone interdite, ouais, mais 90 minutes enquête. Voilà, etc., tu vois, 90 minutes enquête, mais plus hardcore, on va dire, hein, vraiment méga hardcore pour le coup. Ouais. Bah ça pue le 93 quoi. C'est vraiment ça. On est vraiment en plein. Il y a une partie de 4000 là. Voilà, il y a une partie de l'action qui se situe dans le 93. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans le style, c'est que déjà les deux livres, c'est des livres chorales. Comme les films chorales, je veux dire, dans ce sens-là, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnes à plusieurs endroits et qui expriment une espèce qui à travers leur parcours individuel exprime quelque chose de général. Il y a une image comme ça qui ressort. Voilà. Et donc c'est très intéressant puisque un peu moins dans le premier, mais un peu plus dans le deuxième, c'est aussi il en profite de chacune de ces petites histoires pour s'essayer à des styles. Il y a des histoires, c'est plus en mode thriller. D'autres c'est plus fantastique. Voilà. Moi je pense notamment dans le tome 2, quand il y a l'espèce de comptable qui se balade avec le simplet là, et le mec, ils sont bloqués dans une grotte pendant des jours, et le mec ça part en thriller psychologique, le comptable commence à devenir totalement dingue, à avoir des envies de meurtre, et forcément ça finit mal. Et ça c'est vraiment un thriller. Pour qui on ne dira pas, mais ça finit mal. Enfin oui. Et donc ça c'est assez intéressant, ça c'est quelque chose qui m'a bien marqué, parce que chacune des histoires exprime quelque chose d'assez intéressant. On peut faire un parallèle avec un film comme Sin City, où en fait ce livre-là décrit plus l'état d'un ensemble géographique à travers ses personnages que d'un personnage ou de deux personnages, malgré qu'il y en ait beaucoup. Ça parle plus de la France que de ses personnages. Oui. Enfin, ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui sont assez travaillés psychologiquement, et tu sens qu'il y a vraiment des personnages où il a mis de l'affect dedans, qu'il les aime bien et qu'il les travaille. Et t'as des personnages, par exemple, il y a un des personnages, c'est Vincent Gilles, ou Gite, je sais plus comment c'est. Gite.
Alors lui, on voit clairement que c'est Anders Breivik. C'est qu'il a remis tout le travail psychologique qu'il a fait sur Anders Breivik, qu'il l'a mis dans ce personnage-là, et donc c'est le nationaliste de droite. Mais c'est le bulldozer. C'est très extrême. Hein. Extrême, qui va profiter du chaos. Il sait que c'est le chaos, il a compris que c'est le chaos, et il profite du chaos pour se venger de l'élite qui a foutu le pays dans la merde. Mais à la fin, il sait même plus pourquoi il fait tout ça. Ouais. Il est perdu là-dedans même. Et à la fin, il y trouve même plus son compte. Il trouve même plus son compte, et à la fin, il échoue. À la fin du tome 2, il est à 2 doigts de tuer l'Escar, sans en parler, cet enfoiré, ce fils de pute d'Escar. Il est à 2 doigts de le tuer, il n'y arrive pas, et il sait que c'est un échec, il aura plus jamais l'occasion, et là il est un peu paumé. Vu qu'on parle de l'utilisation des personnages, ce qui est quand même intéressant, c'est que tous les personnages sont là pour être consumés. On voit pas très bien la porte de sortie en fait. Ils sont tous vraiment là, même celui qu'on pense être dans sa tour en ivoire, ils sont tous là pour être consumés. On ne sait pas en fait quel brin de vie va rester là. C'est là où c'est vachement intéressant, et le suspense est autour de ça. Comment est-ce que la vie va perdurer? Il y a un personnage qui est un peu l'espèce d'étincelle de vie au milieu de tout ce chaos. C'est le personnage de Alice. C'est la femme qui vient d'avoir un bébé au milieu de ce chaos, voilà, c'est la vie, c'est l'espérance. Oui, bien sûr. Qui essaye de survivre au milieu de tout ça. Ils sont quand même dans un sacré pétrin aussi. Ah oui, non mais... On a envie de spoiler et de pas trop en même temps, mais... On en a quand même déjà balancé pas mal, avec Vincent Gite, on y a Voilà, et donc il y a plein de personnages intéressants. Moi, des personnages qui m'a le plus marqué, c'est un personnage qui apparaît dans le tome 2, c'est Escar. Alors lui, c'est le patron l'ancien patron de la DGSI. Bah, il est aussi dans le tome 1. Je sais plus, il est dans le tome 1. Ouais, de quoi? Escar. Ouais. Bon, alors c'est le patron de la DGSI qui va tout faire pour profiter de ce chaos. Il est cynique, il a parfaitement compris toute la situation. L'origine du problème, c'est voilà, cette espèce de socialisme ambiant, l'immigration de masse, le laxisme judiciaire, le gauchisme institutionnel qui a poussé la société à se délier. Il est parfaitement conscient de ça, et il va profiter de la situation à son avantage pour tirer le maximum de pouvoir. Et donc plutôt que d'utiliser l'armée pour essayer de sauver le maximum de gens, non, il va laisser le chaos grandir, garder l'armée avec lui de côté, essayer de tout rapatrier auprès de lui, faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui crèvent pour que les gens, au moment où il va déclencher son plan, soient extrêmement heureux de revoir l'État arriver, et qu'il soit plus esclave que jamais de l'État. Et vraiment, il y a une stratégie cynique de l'élite qui est vraiment à vomir. Ce personnage, il est parfaitement ignoble, il me faisait dresser les cheveux sur la tête. Il veut continuer à faire passer l'État pour la corne d'abondance, quoi, pour l'État... Bah oui, parce que l'État, c'est lui, c'est par égoïsme. C'est par égoïsme le plus... Et il est en contact, c'est le seul qui est en contact avec l'extérieur de la France. Voilà, il est en contact avec l'Union Européenne, le ministre... Et qui leur explique les choses clairement. Ouais. Et les autres, ne sont pas tellement contre, quoi. Ils valident plutôt le projet. Et ne vont pas lui dire « Ah bah tu n'es qu'un salopard ». Non. Ils vont en son sens, ils lui disent « Bon bah vas-y, quoi ». Après, c'est vrai que nous sommes tous dans la même stratégie, et ça rejoint, je trouve, et c'est super intéressant parce que il est encore plus cynique qu'eux, il est encore plus cynique que les présidents ou les diplomates étrangers. Et c'est là ces petites brèves où Oberton nous montre cet aspect politique de ce qu'il en reste. C'est super intéressant parce que ça peut rejoindre vite tous les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, et voir en fait, comment est-ce que l'Axe et les Alliés, chacun avait sa façon de faire, et c'est le gagnant qui écrit l'histoire, malgré qu'il n'a pas été le plus pur. Voilà, oui, puisque voilà, au final, c'est lui qui gagne, alors que c'est celui qui a fait les pires saloperies. Et en revenant comme ça de manière triomphale, il se fait passer pour le nouveau De Gaulle, alors qu'il a fait crever des millions de gens. Ouais, c'est ça. L'État-providence qui est de retour. C'est ça. Et au niveau du style du livre, un fait important que je tenais à signaler, puisque beaucoup de gens à qui j'ai parlé de ce livre ont fait une reproche que je trouve un peu dure, ce livre. Les gens disaient oui, c'est un peu exagéré. Mais les gens n'ont pas compris que ce livre est aussi une satire. C'est à la fois très détaillé dans les faits, mais ça exagère aussi la situation pour
que les gens, justement, c'est pour que les gens comprennent encore mieux le message. La France qui s'écroule en 3 jours, c'est un peu exagéré, mais les réactions qu'ont les gens sont exagérées, mais il y a toujours un fond de vérité, et il y a toujours, c'est toujours montrer quelque chose de sérieux, c'est pour que ce soit au service du lecteur. Tu veux lire un passage? Non, mais allez-y. Après, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement, de cette manipulation de la part d'Escar? Mais alors, il faut dire que Rey a lu que le tome 1. Ouais, mais elle y apparaît quand même. Hein. Elle y apparaît. Se prononce, hein. Bah, on le voit comment est-ce qu'il rapatrie tout, comment il centralise, non? D'après ce que je me souviens. Oui, c'est un peu ça. Et puis après, bon, la vérité, j'ai lu un peu Garia en décalé, donc j'ai des bribes un peu de souvenirs qui apparaissent comme ça dans ma mémoire. Donc après, bon, hormis ce personnage, moi, un personnage qui m'avait marqué, c'est cette fameuse gauchiste qui tient un blog, en fait. Ouais. Et en fait, elle tient un discours très, on va dire... progressiste. Voilà, progressiste, et puis vivre ensemble à fond. C'est comment déjà, excuse-moi, c'est Chloé, non? Oui, c'est Chloé. Ouais, c'est ça. C'est Vincenzo, je crois. Elle a un nom italien, ouais. Comme son père. Ah ouais, et son père. Parce que voilà, les personnages sont reliés entre eux. Son père, c'est l'équivalent d'un espèce de Jacques Attali ou de Bernard-Henri Lévy, qui est un intellectuel de gauche qui prône le vivre ensemble à mort et qui derrière n'en pense pas moins, est une saloperie finie comme son grand pote Escar, justement, dont je vous parlais juste avant. Et ouais, effectivement, c'est assez intéressant parce que au-delà de la critique de la situation politique, il y a aussi une critique chez ce personnage vous savez, tous ces gens sur Internet qui se créent une image, qui se créent en fait de la fame pour se faire mousser en fait. Ouais, et elle, c'est exactement ça en fait. C'est tout ça. Ouais, c'est l'apparat. Voilà, c'est ça. Fort que les idées. C'est ça, exactement. Et Overton, c'est là où Overton est subtil aussi, c'est qu'il aborde plusieurs sujets avec plein de personnages différents aussi. Il rentre bien dans l'aspect psychologique des choses. C'est un bouquin qui est satirique, mais qui est très fin, mine de rien. Sur cet aspect-là, pardon. Voilà, sur la critique du gauchisme extrême, il montre l'absurdité des choses, mais sans ressentiment, d'une manière un peu détachée. Hyper contemporain, quoi. C'est ultra contemporain. Il joue avec tous les personnages de notre société. Il y a justement un passage, peut-être que je le lirai, où il y a plusieurs passages même, où il utilise le jargon gauchiste, tu vois, fluide, tous ces espèces de mots abscons que personne ne comprend, il les replace, il les réutilise de manière gourmande pour mieux se foutre d'eux indirectement, pour montrer toute l'absurdité de cette pensée. C'est la langue, quoi. Ça me fait beaucoup rire ça, parce que j'ai lu les 70 dernières pages de Guerilla, justement, donc c'est plutôt frais. Il y a un moment où Vincent Gite est dans une cité, il me semble. Et puis il y a un mec en costard qui lui dit « Ah, attention, il y a des gens radicalisés dans le coin. » Et puis lui, il lui répond « Oui, t'inquiète pas, je vais déradicaliser ça, je les ai déjà déradicalisés. » Entre guillemets, il les a butés. Donc tu vois, c'est marrant c'est le médicament. En fait. C'est un espèce de trollage un peu aussi de ce langage de novlangue. Ouais, complètement. Qui est une langue de bois pour. Et ça, sur le coup, ça m'a beaucoup fait rire. Puis c'est une langue qui atténue toute la vérité, tous les reliefs de ce qu'on peut ressentir. Ah mais oui, mais c'est fait exprès. C'est par exemple quand la gauche, c'est le mot clandestin. Ouais. Le mot avant on disait le mot clandestin, ça voulait dire des gens en situation irrégulière qui sont là clandestinement sur notre sol. Maintenant la gauche ne dit plus le mot clandestin, il dit migrant. Les migrants ça veut rien dire. Moi je migre tous les matins de chez moi à mon boulot, je suis un migrant. C'est que des mots abscons pour déformer et atténuer la réalité. Et hors d'usage aujourd'hui, c'est des itinérants. Ah oui, alors. Il y en a qui disent itinérants. Ça y est, ils le disent. Parce que ça, c'est dans le bouquin où il y a marqué itinérant, justement. Et il y en a qui le disent. Ah, ils le disent. De plus en plus. Maintenant, maintenant on dit itinérant. Voyez. Parce que migrant, ça peut être péjoratif, vu que toute la plèbe l'utilise. C'est presque populiste pour eux, vu que tout est dans une accélération permanente.
Ouais, faut désacraliser les mots, faut vider les mots et les concepts de leur sens en utilisant des mots de plus en plus neutres, de plus en plus... C'est comme l'orthographe. Aseptisé, voilà, c'est le mot. Comme l'orthographe inclusive. Oui. C'est horrible, c'est l'horreur, quoi. Bah oui, mais de toute façon, toute cette espèce de jargon gauchiste est vraiment anxiogène. Moi, quand je le lis, à chaque fois, ça me fout le stress. Non, mais le pire, c'est que l'écriture inclusive est rentrée dans l'administration. Il y a des mairies qui l'utilisent normalement. Oui, mais non, mais ça, c'est parce que c'est des mairies. Alors ça, pour le coup, ça faut pas alarmer trop non plus sur la situation. C'est des mairies gauchistes justement, qui sont socialistes, qui font ça pour faire. Mais il y a beaucoup de résistance. De toute façon, l'écriture inclusive ne pourra pas percer puisque c'est trop compliqué. Tu peux, c'est très facile d'appauvrir le langage, et il en parle notamment Orwell dans 1984. Ça c'est très facile de le faire, ça se fait tout seul. Par contre, complexifier le langage, non, c'est pas le sens de l'histoire, c'est compliqué. Donc là, surtout pas pour les itinérants, il faudrait pas leur imposer ça. Et voilà, et tout ça pour dire qu'on est plutôt dans le sens de l'histoire en ce moment, c'est de simplifier le langage, c'est pas le complexifier. Or là, si vous mettez des points, des des S, vous complexifiez le langage, donc ça, moi je suis persuadé que ça ne pourra pas passer. C'est pas le sens de l'histoire, on n'est pas au 19e siècle où on faisait, ou au 20e où on faisait l'effort de bien apprendre le français, d'essayer de complexifier les choses. Oui, mais c'était pour le rendre encore plus beau. Bien sûr. Mais c'est que voilà, on n'est même pas en situation, on n'est pas dans les bonnes prédispositions pour pouvoir faire ça de toute manière. Donc pour moi, l'écriture inclusive est vouée à disparaître. Je crois bien plus justement à cette novlangue, à ce nivellement des mots, à cette aseptisation. Ça, j'y crois beaucoup plus. Pour moi, c'est bien plus dangereux ça. Oui, c'est vrai. Au niveau du style, je voulais juste aussi dire que, alors le tome 1, le style est un peu moins, un peu moins brillant. Ouais, le style c'est un peu un bon roman de gare, quoi, on peut dire. Voilà, mais c'est pas dégueulasse, hein. c'est loin d'être dégueulasse, mais on sent qu'il s'améliore au fur et à mesure. Parce que le rythme est très intéressant, il est tout le temps soutenu, il y a toujours quelque chose qui se passe, les dialogues sont assez performants. Et les chapitres sont très courts, il y a des chapitres des fois qui font une page, mais du coup il y en a beaucoup. Et à partir dans le tome 2, on sent direct qu'il a fait. Parce que je sais qu'il a eu des critiques justement sur le style de Guérilla. Tome 1. Et moi j'ai senti qu'il a voulu faire des efforts, qu'il a voulu améliorer son style. Et moi franchement je trouve que ça se ressent. Le tome 2 est vraiment excellent, le style est vraiment au top. Et le tome 2 au niveau de l'ambiance est vraiment aussi crépusculaire. Il est terrible, c'est vraiment, il est ténébreux. Moi, pour vous dire, c'est le seul bouquin de toute ma vie où j'ai dû m'arrêter au bout des 2 premières pages tellement que c'était hardcore, j'en pouvais plus. Au bout de 2 pages, t'as fait une pause j'ai fait, voilà, oh mon dieu, faut que j'arrête. C'est chaud. Voilà, j'en peux plus. Ça fait que 2 pages, j'en peux plus. Je vais manger un jambon beurre là, attends. C'est le seul bouquin de toute ma vie qui m'a fait ça, pour dire que le style, ça s'améliore au fur et à mesure des bouquins. Et le tome 1, c'est plus ambiance, un peu film catastrophe, comment tout s'écroule. Et le tome 2, c'est les ténèbres, c'est le zoom. C'est une semaine après le début du chaos, et là c'est les gens qui commencent à s'entretuer, à s'entre-dévorer. On voit vraiment les conséquences psychologiques et physiques. C'est vrai qu'il y a des cannibales dans le 13e. Il y a des hordes de zombies quasiment. On voit l'attitude des. Parce qu'il y a il faut savoir que. Il y a un calife. Il y a un califat qui se met en place très rapidement. Et alors évidemment ça commence, c'est ça qui m'a fait craquer au bout de pages, c'est génocide de Koufar d'entrée. Ah oui, direct. D'une violence. Génocide volontaire. Ah ouais, et c'est ça le pire, c'est que les mecs se suicident volontairement. Il a même pas usé ses balles, il les fait monter au haut d'un immeuble, il se jette en bas comme des zombies. Enfin c'est... Non, là, c'est effrayant. On sent l'inox et que ça te retourne tous les soirs, là, encore. Ah ouais, Ton cauchemar de des fois. Ah, j'étais oh là là. Oh mon dieu. T'as la veine du front qui va péter, fais gaffe. Ça, c'était vraiment dur. Alors, moi, si je dois dire, parce que je n'ai lu que le tome 1, donc le jour où tout s'embrasa. Donc, moi, si je retiens quelque chose un peu de tout ça, je dirais dissonance cognitive, je dirais. Moi je dirais ça parce que il y a beaucoup de personnages en fait qui sont confrontés à des situations dures. Il y a beaucoup de gens de gauche qui sont très très progressistes dans leur vie. Voilà, c'est ça. Mais après,
pas que ça, il y a les policiers aussi. Ouais, c'est vrai. Et souvent, il se passe des dissonances cognitives dans le sens où c'est est-ce que je dois suivre et accepter la réalité qui se passe en face de mes yeux, ou doivent suivre la morale que je me suis imposée en fait. Ouais, Donc c'est ça en fait que j'ai beaucoup retenu là-dedans. Voilà. Et puis après, j'aurai un petit extrait aussi à vous dire que j'ai retenu, que j'ai beaucoup aimé. Ils sont enfermés dans la peur de ce qui peut leur arriver s'ils ne respectent plus, on va dire, une sorte de loi, mais malgré que cette loi est en train de se détruire et de s'effondrer. Et de les pousser à la mort. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est un des axes que j'ai... C'est une des choses importantes de ce que raconte le livre, c'est cette espèce de critique de l'ultra-gauchisme qui amène à de l'ethnomasochisme, tout simplement. Il y a des passages, moi c'était un des passages que j'avais aimé dans le tome 1, c'est à Paris, il y a ça y est, tout est en train de craquer, il y a des hordes de banlieusards racailles qui sont en train d'arriver dans Paris et de massacrer tout le monde. Et il y a des gens de gauche, de bien, qui sont là avec des pancartes, en train de les acquérir. Et sur les pancartes, il y a marqué « Remplacez-nous ! Remplacez-nous !» Ils sont en train de coller ça. Et les mecs, ils arrivent, ils les massacrent. Ils les ouvrent en deux, ils les défoncent. Ça rappelle un peu comme ces semaines entières à aller crier pas d'amalgame et allumer des bougies au pied de la statue de la République à Paris après les attentats de Charlie. Voilà, et à toujours crier pas d'amalgame, et après les attentats de novembre au Bataclan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, vous n'aurez pas ma haine, on va continuer de boire des verres sur les terrasses de café. Donc ça retrace en quelques lignes, ça retransmet cette idée-là de victime totale, et en fait victime volontaire. Voilà, c'est ça, c'est des victimes volontaires, et pire que ça, on dirait que c'est une espèce d'holocauste volontaire, un sacrifice comme ça, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop qui, et surtout pourquoi. Tous ces gens-là, il faudra leur demander, mais pourquoi? Mais moi, je pense que c'est principalement un esprit moutonnier, tu vois, c'est pour se conformer au système. Il en parle aussi, Oberton. Les gens, ils suivent ça comme ça, parce qu'ils ont toujours été comme ça, ils ont toujours grandi là-dedans. Pour garder leur place sociale. Pour garder leur place. Il y a notamment là, le fameux BHL, il pense tout le contraire de ce qu'il dit. Il dit juste ça pour se faire voir et pour être bien dans les médias, bien dans le système. Et ça, c'est un passage marrant. Le mec, il prône l'ouverture et tout, et il pleure parce que sa fille sort avec un black. Ah, tu veux dire le père de Chloé, là? Oui, le Vincenzo, là. Et bien sûr. Et ça monte, voilà. Donc et parce que c'est des castes sociales. C'est des castes qui ne veulent pas qu'elles soient pénétrées par d'autres castes. Voilà, alors ça, justement, je vais citer un passage, là, juste après, qui parle de ce que tu dis, là. Cet esprit de classe, cette espèce de stratégie de classe qu'ont les gens qu'ont l'élite pour contrôler le peuple et le pousser au suicide, en fait, tout simplement. C'est ça qui se passe. Ouais, les balances. Et bon, alors... Alors juste, il faut que je retrouve le passage. Et de toute manière aussi, ce qui se passe, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans le livre, c'est vraiment une véritable explosion, quoi. Et ça ne se passe pas que dans le quartier ou que dans la grande ville, non. Ça arrive dans les villages aussi. Oui, parce qu'on a oublié de parler, ça ne se passe pas qu'à Paris, ça se passe en Lozère, ça se passe un peu partout. Voilà, donc ça va en Haute-Savoie. C'est vraiment... Dans la Méditerranée aussi. Pour résumer, on parle vraiment... Voilà, pour résumer, on parle vraiment d'un tout petit phénomène à la base qui ne fait qu'empirer d'heure en heure. C'est une étincelle qui fait tout exploser. C'est ça, une dynamite, quoi. Alors, tu vas nous dire un extrait par rapport à quoi? Tu m'as dit par rapport au père de Chloé. Non, alors c'est pas exactement ça. À quelle idée? Alors là c'est Escar qui c'est à propos d'Escar qui était ami avec le père de Chloé, ce Renaud Lorenzino, voilà, c'est ça le nom. Et ce passage montre quelle est la stratégie de l'élite pour préserver son pouvoir et asservir le peuple. Alors, il savait, comme son ami Renaud Lorenzino, qu'une société socialiste universaliste serait tôt ou tard fatale à l'économie, et que l'islam et l'immigration s'y traduiraient par toujours plus de tensions et de décohésion.
Mais tout ça favorisait l'emprise de l'État, c'est-à-dire d'Escar et ses amis. Escar se rappelait lui avoir objecté que le changement de population affaiblirait la productivité de l'économie et le niveau de vie. Pas les nôtres, avait souri Lorenzino. Au contraire, plus les peuples occidentaux sont affaiblis, c'est-à-dire mélangés, résignés, moins ils seront dangereux pour nous. Ce monde est notre concession et seuls les peuples peuvent encore nous la contester. Il faut les tuer avant qu'ils ne nous tuent. Tout est dit. Voilà. Et c'est la meilleure occasion pour tuer le peuple. Voilà. Qui est cette guérilla énorme. Ah bah, pour eux, alors il y en a certains qui meurent, mais pour eux, ils en tirent des bénéfices. Il faut savoir que dans toute révolution, dans toute guerre civile, dans toute situation politique, il y a des gagnants et des perdants. Et eux, leur objectif, c'est d'être toujours les gagnants quoi qu'il arrive. Et là, où c'est le monde à l'envers, où c'est ignoble, c'est que ces gens-là se battent en fait contre les leurs. Enfin, contre les leurs, on va dire... Leur propre peuple. Voilà, contre leur peuple, leur propre peuple, pour imposer des hordes d'autres peuples, pour une espèce de changement, parce qu'ils se disent que nous sommes arrivés à un tel point où nous réfléchissons tellement, où nous avons tellement développé notre intelligence, nous pouvons leur faire mal, alors que des peuples assouvis à la bêtise, à la misère et à une religion telle que celle du bédouin et du désert, pédophile, du nom de Momo, et bah là c'est du pain béni quoi. Je veux dire, là on est bien avec des gens comme ça. Mais alors on peut les soumettre avec beaucoup peu de choses. C'est Michel Cousin, l'espèce de marxiste qui est souvent relayé par ER, qui expliquait que justement le système, alors il parle pas forcément de grand remplacement, mais c'est peut-être pas une volonté, mais en tout cas le système il ne fait rien pour empêcher les vagues migratoires qui arrivent. Et il expliquait que le système avait intérêt à cela, puisque les populations qui arrivaient, c'était des gens qui n'avaient pas de culture contestataire, de culture anti-système. C'est vrai qu'il y a très peu de manifestations pour augmenter les droits du travail au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. La répression est énorme. Parce que, la répression est terrible. La répression est terrible, et tout simplement parce que ce n'est pas dans leur culture. Ils ont leur spécificité. Et au final, vous y réfléchissez, il n'y a qu'en Europe, il n'y a que chez les Occidentaux que cette culture-là elle existe, elle n'existe pas chez les Japonais, elle n'existe pas chez les Chinois, pas vraiment en Amérique du Sud, et donc... Même si on regarde dans des pays comme l'Italie, on va dire, qui sont plus au sud de l'Europe, il n'y a pas beaucoup d'événements de contestation, quoi. Il y en a quand même. Après, la France, on est les champions du monde pour ça. Oui, voilà. Alors c'est pour ça que le français, il faut vraiment lui faire fermer sa gueule. Plus on va vers le nord, plus les peuples sont émancipés, on va dire. Et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à ce que le peuple français de souche se dissolve. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je rentre pas dans la théorie du grand remplacement non plus, je dis pas que j'y crois, que je n'y crois pas, je dis tout simplement que la vague migratoire, il ne l'arrête pas. Je dis pas qu'il la provoque, en tout cas il ne l'arrête pas, et s'il ne l'arrête pas, c'est qu'ils y ont intérêt, forcément. Moi je dis qu'il la provoque aussi, avec tout ce qui crée comme désordre au Moyen-Orient. Voilà, ça, c'est quand même assez provoqué. C'est un autre débat. J'ai pas forcément envie d'entrer là-dedans, mais c'est comme le bouquin en parlait, comme la citation en parlait, mais je préfère dire pour la postérité, voilà, je le marque, je le dis, je m'engage. Je m'engage. Et donc, alors je sais plus ce que je voulais dire, voilà, donc... voilà, une des choses que la caste dont tu parlais, cette caste dominante. Cette caste vraiment qui est ignoble. Et moi, c'est les passages qui, en dehors du génocide de Kouffar, des passages vraiment de violence pure qui sont très durs à supporter. Les autres passages que j'ai vraiment eu du mal à encaisser, voilà, c'est tous les passages avec Escar, où on voit son machiavélisme le plus ignoble pour prendre le pouvoir, profiter de la situation. Ça, ces passages, ils me révoltaient de tout mon être, c'était vraiment dur. Autre chose que racontent les deux bouquins, c'est la fragilité de notre société. Et ça, c'est des bouquins que moi je recommande personnellement pour essayer d'éveiller les gens quelque part au survivalisme ou à la collapsologie. Moi, tout simplement à la cohabitation avec sa famille, avec ses amis, à la création de liens forts. Et voilà, mais avant ça, avant même de parler de survivalisme ou de collapsologie. Oui, non, mais c'est avant de parce qu'on peut se retrouver seul, quoi, là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais si tu commences à réfléchir à ça. Non, mais c'est juste que déjà avant de rentrer là, je suis d'accord, ça c'est des étapes qui sont un peu lointaines. Ouais.
avant de rentrer là, il faut avoir conscience que notre société, elle est fragile. Il faut avoir conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ce livre, et ces 2 livres sont vraiment très intéressants pour ça. Laurent Oberton explique très bien que je crois qu'il y a 5 gaines électriques qui alimentent Paris. Vous coupez ces 5 gaines, Paris est coupé d'électricité. Et si la situation dure, il le montre bien, les gens deviennent fous et le chaos s'installe très très vite. Ce bouquin voilà, est très intéressant pour montrer la propagation du chaos et à quel point ça va très vite et à quel point ça va forcément arriver puisque notre société est très fragile. C'est pour ça qu'il faut une cohésion, il faut créer une cohésion avec des gens de confiance. Voilà, alors ça par rapport à ce que tu dis, tu vois, c'est vraiment ça quoi. Et cette société est vraiment très fragile car elle est hyper technologique, elle est ultra consommatrice en énergie. Donc, et pour qu'elle fonctionne, il y a des milliers de chaînes d'approvisionnement pour que ça tourne. Et il suffit que plusieurs de ces chaînes coupent pour que la machine se grippe et que tout se pète la gueule. À part si justement tu as des réseaux parallèles. Voilà, mais tu as des réseaux parallèles, la société s'effondrera quand même. C'est toi, tu t'effondreras peut-être moins avec la société. Ouais, mais pourquoi pas avoir des réseaux parallèles un peu partout pour la relancer, tu vois, comme des groupes électrogènes et... pour l'électricité. Ben, c'est marrant, justement, dans le tome là de Garial Ier, Oberton parle des gens qui profitent en fait de ce chaos et de cette misère pour se faire du pognon en vendant des groupes électrogènes. Alors ça c'est l'histoire du marché noir. Ça, dans toutes les situations de crise, il y a des gens qui profitent, qui mettent en place des marchés noirs. Alors ça faut pas trop le faire parce que ça en général à la Libération, les gens qui ont profité du marché noir, ils finissent très mal. Parce que les gens l'oublient pas, ils les... et quand la situation revient, ils les défoncent. Non, dans la guerre des Balkans, non. Je connais pas. Je sais qu'à la Libération française, les gens qui ont profité du marché noir, ils ont... Ah mais c'était une guerre symétrique. Que là, dans une guerre civile, c'est justement ceux qui détiennent le marché noir qui sont les futurs leaders. Après, je dirais que les Balkans, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de libération. La situation ne s'est pas rétablie comme avant, les Balkans. Oui, c'était c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'était la victoire de la cessation, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, la victoire du parcellement. Mais la guerre a eu une fin, quand même. Ah oui, mais elle n'est pas revenue à son point de départ, contrairement à ce qui est arrivé pour nous. Oui. Et dans ce sens-là, c'est vrai que c'est une grande différence. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait qu'à mon avis, qu'ils n'ont pas été zigouillés. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je vous dis mon sentiment, c'est que moi je pense que de notre vivant, si vous êtes jeune, à moins que vous ayez 80 ans, je pense qu'on vivra d'une manière ou d'une autre un effondrement. Peut-être pas comme ça se passe dans Guérilla, mais forcément, avec les tensions environnementales qu'il y a, les tensions économiques, migratoires, ici ou ailleurs, politiques, ethniques, pandémiques, à un moment donné, cette société est trop fragile, elle est trop dépendante, elle est trop ultra dépendante de l'énergie, ultra consommatrice. Et comme elle est mondialisée, si ça casse à un endroit, ça va casser partout. Donc ça forcément, à mon avis, on va le vivre. Parce que si ça peut casser n'importe où, ça multiplie les chances que ça casse. Donc moi je pense que... Je ne sais pas. Franchement, je pense que ça sera pas aussi dur que dans Guérilla. Ah, je dis pas que ça sera aussi dur que dans Guérilla, mais je dis que forcément on vit une époque très déséquilibrée, il va y avoir un rééquilibrage un jour et ça va être très violent. Et ça passera par un effondrement. Bon, moi c'est mon intime conviction. Non, je ne sais pas. Mais après, pour en revenir au marché noir, il n'est pas quand même stupide, tu as de par exemple faire des grosses réserves d'un produit premier comme le savon. Et de s'en servir pendant le collapse, tu vois, et de le revendre, etc. Non, mais après, voilà, le marché noir, c'était les gens qui importaient des choses et qui les revendaient. Mais n'oublions pas que, quand même, dans toutes ces histoires de préparation, tu as beau te préparer au maximum, si tu n'as pas de quoi défendre ta préparation, tu ne vaux rien. Voilà. Et bon, donc voilà. Donc ça, c'est on va partir là-dessus. C'est les aspects pratiques que ce bouquin t'apporte. Justement, justement, c'est un des enseignements de ce bouquin, c'est il faut être libre. Il faut être libre dans sa tête, ne pas être trop moutonnier pour essayer de voir les choses venir, ne pas être trop dépendant de ce système, ne pas être son esclave, son chien, pour avoir un petit peu la lucidité et préparer les choses au cas où ça se passe mal. Et ça peut être moi le survivalisme, comment je le prends, c'est je me prépare au pire. Et si le pire n'advient pas, bah c'est pas grave, c'est tant mieux. Et tout l'énergie que j'ai mis dans la préparation, ce sera des choses gagnées. J'aurais appris à me battre, puisque voilà, le survivre, bah du coup,
je me suis inscrit un peu grâce à Guérilla, je me suis inscrit à un sport de combat, je me suis mis au tir, j'envisage de passer mon permis de chasse, d'apprendre à chasser, le bricolage, de gagner en autonomie. Tout ça, c'est des choses qui vous font grandir et c'est jamais perdu, c'est que du positif. Et si ça arrive, vous serez d'autant plus heureux d'être un maximum autonome. Si ça n'arrive pas, de toute façon vous serez autonome et c'est une vertu en soi, c'est quelque chose de positif. Mais c'est marrant quand même, comme nous sommes la première génération à vivre par exemple ces histoires de survivalisme, vraiment comme ça, de façon communautaire ou solitaire, de se préparer à tout ça, de s'inscrire, de le faire par nous-mêmes en fait. Ouais. Et je pense que tout ça, on le fait parce qu'on n'a plus le service militaire. Nos parents ne se sont jamais inquiétés de ça, alors que leurs parents, eux, ont subi des guerres bien plus monstrueuses. La situation était... Nos parents, ils ont eu une époque bénie. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir de guerre parce qu'il y avait l'équilibre grâce aux bombes nucléaires. Oui, mais et ils n'avaient pas de tensions sociales, ethniques comme on a nous. Il y aurait pu avoir du terrorisme aussi à l'époque. Il n'y en avait pas. Non, mais il y aurait pu. Il aurait pu, il n'en avait pas. Mais du coup, ils sont pas sentis en danger. Les bombes nucléaires sont quand même là, tu vois. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est la première génération à comme ça conceptualiser le chaos. Et c'est quand même drôle, quoi. Alors que ne serait-ce que la guerre des Balkans, les gens qui l'ont vécu, je prends cet exemple car il est très proche et qu'il est parlant, et qui ressemble à ce qui se passe ici, c'est que les gens ne se sont jamais préparés à la survie, quoi. Il y avait pas comme nous un business, bon je parle de marché, parce que c'est ça en fait qui mène à tout ça. Il n'y avait pas un marché de la survie, etc. Ouais, il n'y a pas de salon de survivalisme à Sarajevo, comme il y en a à Paris. Exactement, et puis il n'y avait pas de penseurs ni de... Et c'était pas prêt. Il y avait pas de gens. Mais les gens, malgré tout, lorsque le conflit a commencé, eh ben, ils étaient organisés plus que jamais. Et c'est pas non plus ceux qui étaient les plus guerriers, ceux qui avaient le plus de bombes à gaz, petites bonbonnes à gaz et de couverts en plastique qui ont forcément survécu ou qui sont le mieux sortis. Je pense vraiment que une situation de chaos, que ça soit une éruption volcanique ou une guerre, c'est quelque chose qui se passe sur le moment. Beaucoup. Il y a beaucoup d'instinct et il y a aussi une grosse part de chance. Bien sûr, mais tu peux être l'homme le plus préparé au monde, si t'as pas de chance, t'as pas de chance. Hein. Si t'es au pied du Vésuve... Ouais, t'es au pied du Vésuve où tu tombes sur une horde de 300 racailles, tu as beau être surarmé, tu vas avoir du mal. Il vaut mieux du coup apprendre à courir. Ouais. Et... Faites du sport, quoi. Faites du sport, voilà, exactement. Faites du sport et lisez des livres. Et voilà, et aussi ça pousse aussi, si vous y réfléchissez bien, ça pousse aussi justement au rassemblement, à se monter des réseaux, réseaux d'amis, familiales, de solidarité, en prévision de ces choses-là. Et avoir un réseau, c'est toujours positif. Ouais. Que ce soit en situation de chaos, ou en situation normale comme nous vivons aujourd'hui. Autre chose intéressante, c'est qu'il montre aussi psychologiquement l'effondrement. C'est ça une des choses que j'ai le plus apprécié. Quelles sont les conséquences psychologiques sur les gens? Quelles vont être leurs réactions? Et justement, pour parler de... Et ça montre, voilà, de la bonne cellule qui s'en sort, c'est les parachutistes ou c'est des légionnaires, je sais plus, les 12 types. Légionnaires. Voilà, en parlant, pour faire une petite transition sur le survivalisme... Ouais, non, je sais plus. Il y a une douzaine de soldats, quoi, d'un corps d'élite, on va dire, des légionnaires. C'est la Légion étrangère, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la Légion étrangère, oui, c'est ça. Ouais. Et il y a une douzaine de légionnaires comme ça, et pour revenir justement sur la préparation, ces mecs-là étant dans une cohésion déjà de groupe extrêmement forte, et dans une préparation physique et mentale endurcie, fait qu'ils s'en sortent extrêmement bien, que ça soit de manière individuelle au niveau du groupe et que ça soit dans l'aide qu'ils peuvent aussi proposer à ceux qu'ils rencontrent. Parce que c'est ça qui est vachement intéressant dans toute cette histoire de cohésion, c'est de pouvoir aussi aider l'autre. C'est les seuls qui aident les autres, effectivement. Et eux, je les trouve super attachants, tout autant attachants que la bande... djihadistes qui sillonnent la France à la recherche de l'attentat. Ouais, sauf qu'eux sont beaucoup moins bien organisés. Ouais, mais je trouve qu'ils sont attachés par le côté comique que leur donne leur Ouais, voilà, c'est le côté satirique dont on parlait au départ. Ouais. Et donc voilà, c'est autre chose que ce dont je voulais parler, c'est donc
donc, ce que raconte le livre aussi, c'est la critique du système. Ce que je disais, comment il rend les gens esclaves, comment il les asservit, et à quel point ils sont dans une situation de désarroi quand leur maître système s'en va. Ouais. Parce que c'est ça en fait, l'IRIA, le système s'en va, il disparaît, il s'effondre, et donc le grand maître a disparu. Et les gens sont dans une situation de désarroi, et c'est intéressant de voir comment ils réagissent. Il y en a, ils s'accrochent à leurs valeurs jusqu'à la mort, des gauchistes qui ne veulent pas changer le très très bien vivre ensemble, comme ils appellent, et qui vont jusqu'au suicide du coup. Et certains qui passent dans l'inverse total, qui se mettent à tuer des gens, qui se mettent à être des animaux, quoi. La pire des barbaries de manière consciente. Et après il y en a, ils deviennent des zombies, ça devient des larves qui... Mais des ghouls, quoi. Ouais, vraiment des ghouls, il y a des moments, c'est vraiment des ghouls. Oui, il y a des gens résignés, carrément aussi. Hein. Bon voilà. Vous voulez citer, tu veux lire le passage que t'as aimé? Oui. Allez. Alors, pour remettre dans le contexte du passage, donc en fait, c'est Alice qui est grosso modo dans la rue, et puis elle voit Cédric, en fait Cédric c'est son mari tout simplement. Elle n'a pas eu de nouvelles de son mari depuis des jours parce que son mari était en déplacement en fait, donc ils ont été séparés. Et donc, elle est vraiment très heureuse de voir Cédric, et elle a vraiment, il y a une scène de joie qui est vraiment immense. Et donc, moi, je vais vous citer la phrase à la fin. Oberton dit « L'amour, première et dernière dépendance humaine, les sauverait de toutes les autres. » Tu vois, j'ai vraiment aimé ce passage dans le sens où... tu sens que j'ai aimé ce passage dans le sens où dans tout ce bordel, dans tout ce chaos ambiant, il y a de l'amour en fait, il y a une note d'espoir, et puis on parle de Alice qui a un enfant, et puis de Cédric qui est son mari. De vraiment mettre... il y a un retour à la sainte famille. Voilà, de vraiment mettre... et en plus, quand tu lis ça, le livre est poignant, ça met un petit peu de douceur au lecteur. Dans les ténèbres absolues. Voilà. C'est vrai que c'est le seul... Et j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi, un petit moment positif dans tout ce marasme, mais ça m'a même fait penser... je vais faire une petite parenthèse, ça m'a même fait penser à quelque chose dans ma vie qui m'est arrivé. Alors bon, c'est pas des situations comme ils subissent, parce que c'est super hardcore. Je me souviens que j'étais avec une fille, on sortait pas encore ensemble, et puis il nous est arrivé un accident de voiture. Et j'ai senti que après ce choc psychologique, tout ça a cassé des choses en nous et nous ont rapprochés en fait. C'est vraiment pour dire que les épreuves, même les plus difficiles, rapprochent les êtres littéralement. Quand tu t'en sors bien. Et ça les libère, parce que ça les libère des autres dépendances. C'est ça, voilà. Donc, parenthèse fermée personnelle, voilà pourquoi j'ai apprécié... Notre côté romantique, Rémi. Et notre part d'espoir, Rémi, Rai. Et juste un petit complément, c'est la personne d'Alice, c'est comme on disait, c'est le seul aspect positif du bouquin, les seuls personnages que l'on y destinait un peu, voilà. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, qui vont vers la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Lino, ouais, allez. Bah toi, ouais, carrément, alors. Moi, c'est plus pour dépeindre un peu tout cet univers de folie raciale qui nous submerge déjà et qui submerge le livre. Alors, on sort de l'amour, bien sûr. C'est dans le tome. Donc, c'est dans le tome 2. Guérilla, le temps des barbares. Donc, parlons des barbares. Alors, ça commence dans le hall du premier. Le violoncelle bourdonnait toujours son sombre chant de fin du monde. Les activistes intersectionnels s'attaquaient à une pharmacie, accusés de stigmatiser les neuroapathiques et de faire commerce de leur mal-être. Un groupe de minorités fit alors son apparition. Des Maliens sunnites d'ethnie Sunninké qui convoitaient le matériel de l'Apple Store. Ils attaquèrent aussitôt le rideau de fer. Les activistes s'interrompirent pour les applaudir. Ils étaient leurs dieux. Une autre bande apparut, plus nombreuse.
regard dur et éclaterni des machettes au bout des bras. Des Bantous, chrétiens, Congolais d'ethnie Mbouza et Centrafricains d'ethnie Gbaya, gris-gris autour du cou, les yeux rougis par le vin de palme. Alliés de circonstance, défoncés au tramadol. Les Maliens de Massy venaient de violer une Congolaise. De quoi rendre ivres de rage les Bantous, qui reprochaient aux Soniqués de ne donner leurs femmes qu'en échange de dots monstrueuses, de dots monstrueuses. Et la rumeur disait que 2 anti-Balaka centrafricains avaient été néclassés du côté de Montrouge. Voilà un peu la situation de cette France laissée à un chaos total, racial, politique. Et oui, c'est vrai que c'est quand même magnifique, quoi. Là, on est là, on a le bruit et les odeurs, quoi. Ouais, et tu sens qu'il rigole justement de... Ah oui, il tous ces mini détails absurdes. On sent qu'il est quand même allé au cœur de l'enrichissement culturel dont profite la France grâce à son talent de journaliste. Voilà, il a quand même, le mec doit être au courant, notre cher Laurent Berton doit connaître au bout des bras les Bantous chrétiens congolais, par exemple, parce qu'il nous parle aussi des Mbouza centrafricains. Enfin, c'est là où jamais entendu parler. C'est là où on voit qu'il va au cœur de ses recherches. Si je peux me permettre d'interrompre, bon, j'ai pas lu le deuxième, mais ça a l'air toujours l'écriture, en tout cas le style, il a toujours l'air comme dans le premier, très détaillé, très chirurgical en tout cas. Ah oui, c'est vrai que c'est très très chirurgical, le mot est juste. Et même là, ça donne un malin plaisir lorsqu'il y a des actes de violence à décrire exactement comment est-ce que le corps va se décomposer et subir par exemple un coup de machette ou une balle qui perfore le crâne. Voilà, une balle qui perfore le crâne. Il va nous expliquer comment est-ce que le globe explose faisant place à ci, à ça, la cervelle qui gicle partout. Ouais, donc il a vraiment appuyé un peu plus là-dessus, quoi. Ah oui, il fait des tableaux rouge et noir. Voilà, le style est plus ciselé. Ouais, d'accord. Ah ouais. C'est intense en violence. Cher Lino. Alors, le contexte, c'est un vieux colonel qui se balade avec une petite fille. On dirait, ça commence comme une blague belge. C'est un vieux colonel qui se balade avec une fille métisse. Et là, il lui demande une petite turlute. Tu connais le saisonnier, et qui va chez un Chinois. Oh, dis donc. Alors, je dis chinois, c'est parce que c'est un chinois de Chine. Hein. Je sais parfaitement faire la différence entre un chinois de Tokyo et un chinois de Bangkok. Hein. Je rigole. Bravo. Lino, numéro 1 sur l'Asie. Et donc ce colonel va est recueilli par un asiatique, un chinois. Et le chinois, en gros, lui explique sa vision de la société occidentale qu'il en a. Et c'est au milieu du chaos, c'est au 17e jour. Une république n'a d'avenir que dans les enfants de ses femmes. Vous, les blancs, tirez votre gloire de vos idées. Vous en avez oublié de vivre et vos idées vont vous tuer. Et vous brûlez ceux qui vous en avertissent. Le mélange dans l'idée vous rend si fier, empoisonne votre peuple et va vous anéantir. Vous allez disparaître, vous dissoudre dans ce que vous êtes, dans ces autres que vous croyez sauver. Votre race est orgueil, elle porte sa mort. Dans ses entrailles technologiques, dans le gouvernail de ses idées, elle est ce navire titanesque qui défie la nature et Dieu, puis sombre et perd à jamais. Je crois que l'Occident hurle et s'agite vainement, comme un nourrisson abandonné sur le rivage avant la marée. Et nous, dans 1000 ans, nous serons toujours là. Nous aurons vu comme le sage les cadavres de nos ennemis passer. Tôt ou tard, tout se dissoudra dans notre nombre et notre unité. Alors peut-être que demain, vos soldats viendront encore vous sauver, que vos médecins et vos marchands adouciront votre fin de vie. Mais au fond, je crois que votre race est finie. Déprimée par sa frénésie, étouffée par sa supériorité. Vous n'avez plus les armes pour cette vie, et peu à peu vous y renoncez. Lino, je sens que ça t'a touché au plus profond de ton cœur. Voilà, on sent que là, il y a des passages, plusieurs passages où il balance, où il assène des vérités comme ça, c'est... Ce sale communiste. Donc tu sens que c'est là, tu vois que c'est Oberton qui parle à travers ses personnages. Ouais, c'est ça. Et il balance des vérités comme ça, c'est monolithique, mais assez
assez juste et assez terrible. C'est ça qui est très marrant chez ce gars-là, c'est que dans ses livres, en tout cas, moi, dans Guerrier 1, tu vois que il a des passages où il est très détaillé, très chirurgical. Il a des passages où, hop, il est très sarcastique. Et il y a des passages où il est très bourrin, très cru, quoi. Donc c'est vraiment un auteur qui a des facettes vraiment multiples, quoi. Mais franchement, on a oublié de parler, on en a juste un peu parlé, mais de la bande de djihadistes. Qui est un peu la bande des Charlots, quoi. C'est vraiment celle qui est en Lozère. Ah ouais. Ah, les mecs qui sillonnent la France, là. En fait, les mecs sont dans un petit village et se disent, allez, on va faire un gros casse, là. On fait un attentat de ouf. Ils se déguisent en gendarmes, voilà, ils mettent tout le monde dans une église et ils crament tout le monde. Ouais, voilà, ils font un plan de folie, tu vois. Mais, et puis ils se disent, alors ça, on va le balancer sur les réseaux sociaux, ça va faire le feu de Dieu, on prend la commune, on plante le drapeau du djihad, et on est bien, quoi. Mais sauf que les mecs, en fait, à chaque pas qu'ils font, bah en fait, ils se cassent la gueule, quoi, mais de façon vraiment comique. Et c'est génial comment est-ce qu'il les a mis en scène, quoi. À un moment donné, ils se retrouvent à ne plus avoir de réseau, plus de batterie. Comme du coup ils ont filmé ça, mais qu'ils peuvent pas le mettre sur les réseaux, c'est comme si ça n'avait jamais existé et leur monde s'effondre. Ouais, et puis ils s'engueulent entre eux en permanence, ils s'engueulent entre eux, mais comme des vieux blédards, tu sais, qui sont en train de s'engueuler pour un PMU, là. Ah, c'est vraiment magnifique. Il retranscrit à travers ils sont combien? Ils sont 3-4 mecs comme ça. Non, ils sont 12 au départ, et après, ils sont assez nombreux, mais après ça découvre le nombre. Ah oui, bah ils se tirent des balles dans le pied, ils font cramer une station essence alors qu'ils dorment dedans, tout explose. C'est vraiment des blaireaux ultimes. Ils sont excellents, donc franchement, je pense que ça serait même sympa de faire un petit livre de 50 pages comme ça sur Laurent, si tu nous écoutes. Un petit livre comme ça sur l'arabe du futur, tu vois, de l'arabe de l'après-chaos, ça serait génial, quoi, voilà. Moi j'ai une question par rapport au deuxième. Est-ce que Oberton installe quand même un peu des moments de respiration dans tout ça, dans tout ce côté étouffant dans le deuxième? Non. Parce qu'il arrive à en installer un peu dans le premier. Voilà, bah si, quand ils arrivent chez les Savoyards, là, parce qu'on n'a pas parlé du fameux Toubib aussi, qui est un fil rouge, qui est vraiment génial. On peut pas parler de tout, on vous a laissé quand même des surprises. Mais s'il y a des moments de respiration un peu de... Il y a un moment où il y a l'espèce de redneck qui tombe dans le truc de sucre. Ah ouais, c'est génial. Alors là, c'est de la SF, le truc. C'est un truc fantastique, on dirait... c'est complètement un autre livre, quoi. Mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on revient un peu à ce qu'on disait au départ, c'est que c'est un film choral, donc il y a plusieurs petites histoires qui suivent, et chacune de ces histoires a un petit peu son propre style interne à l'histoire. C'est une chorale avec plein de canons. Voilà, et donc c'est ça qui est bien, c'est que le bouquin, du coup, par ce choix, est quand même assez varié, et donc il est d'autant plus plaisant à lire. C'est ça. Ah oui, il est vraiment plaisant. Ah oui, autre petite spécificité dans le tome 2, je crois pas que ce soit dans le tome 1. C'est génial. Ouais, le niveau du rythme il est top. Dans le tome 2, il y a des one-shots, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui se déroulent que sur un chapitre. Ouais. Alors que l'essentiel du temps, c'est des histoires chapitre 1, vous suivez le médecin, chapitre 2, vous suivez la blogueuse, chapitre 3, vous suivez les militaires, chapitre 4, les djihadistes, puis vous revenez sur la blogueuse, et puis à nouveau sur le médecin, voilà. C'est des histoires qui suivent comme ça. Mais des fois, il y a des one-shots qui sont uniques et vous ne reverrez jamais. Ils sont succulents, quoi. En général, ils sont pas mauvais, ouais. Ah ouais, c'est bien foutu, ça. Bah, on peut dire que c'est des temps de détente, quoi, dans le livre. Pour répondre à ta question, c'est un peu des temps de pause. Oui, parce que c'est vrai que bon, c'est quand même... Il y a des moments qui sont quand même assez lourds à encaisser. Ah bah, le tome 2, moi je le trouve beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à ce niveau-là que le tome 1. D'accord. Je te dis, les 2 premières pages, déjà j'ai dû arrêter direct. Après, je pense avoir un problème avec l'infect, avec le trash et tout ça, parce que... Bon, c'est vrai que c'est horrible à imaginer, mais... je pense que je peux encaisser, quoi. Ben c'est ça, et puis après bon, nous on est dans un monde qui est un peu spécial parce que entre guillemets on connaît la paix, mais tu vois ce qui est vraiment décrit dans ces livres et dans le premier, c'est vraiment une réalité crue et implacable. Après ça se passe comme ça et c'est pas autrement, quoi. Comme je disais, moi c'est un truc le bouquin m'a touché très fort dès le départ parce que ça répondait à un écho, ça faisait écho en moi à certaines choses. Donc c'est pour ça que je suis plus sensible d'eux. Et aussi, alors j'ai moins l'habitude de lire que les films. Par exemple, les films, faut vraiment y aller pour me choquer dans un film. Un bouquin, j'ai un peu moins l'habitude, donc je pense que c'est pour ça que ça me travaille plus.
Ouais, mais je pense que ça rejoint aussi ce truc où, comme je l'ai dit en début de l'émission, voilà, j'ai un véritable souhait, malgré qu'il soit dur, mais il est nécessaire que tout s'effondre pour mieux renaître. Je pense que ça rejoint ça. Et ça m'a fait... ça m'a fait du bien de lire ça. Ouais, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. D'exorciser cette volonté à travers un livre. Et je me suis dit, c'est vrai, bon bah si ça se passe, c'est vrai que ça sera super dur et comment l'arrêter vite. Parce que c'est vrai que ça serait bien que ça se passe, mais d'une manière courte, quoi. Pour que les gens comprennent et un sursaut comme ça, oh là là. Moi je me dis, c'est plutôt, quand je lis ça, ça me donne plutôt envie d'avoir qu'il y ait des candidats, des hommes politiques qui aient le courage d'avoir la volonté politique pour éviter ça. Et pour éviter ça, il n'y aurait pas 36 000 solutions. Pour éviter le scénario de guérilla, de manière pacifique, ça serait une réimmigration intelligente. Ça y est. Ah oui. Le mot est lâché. Oh la vache. Le mot est lâché. C'est le seul moyen. Alors, on fera une émission spéciale remigration. Lino envoie des scuds. Donc, mais écoutez, vous dites, tu disais toi-même que j'étais peut-être un peu pessimiste et tout, mais quand on voit Gérard Collomb, les déclarations de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui dit aujourd'hui nous vivons côte à côte, j'ai peur que demain nous vivons face à face. Bien sûr. Quand tu vois les... Mais Hollande même qui l'avoue. Hollande qui l'avoue, qu'il va y avoir une partition. Une partition. Donc voilà, donc ils savent que le scénario de guérilla est possible et qu'il est très probable, mais ils ne font rien pour l'éviter. Ouais. Et je suis désolé, je sais pas, c'est pas dans l'optique d'être provocateur ni quoi que ce soit. Je vois pas, à part la remigration, je vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher le scénario de guérilla d'arriver actuellement. C'est pas, je dis pas ça parce que c'est pour provoquer. Voilà, je vois pas d'autre nous solution. enregistrons cette émission en février 2020 et il y a une semaine de ça, dans la ville d'Albi, une église a été assiégée par des Maghrébins qui ont hissé les couleurs du Maghreb pour dire en fait cette église nous appartient. Ouais, donc on en est là en France, quoi. On en est là, quoi. Et c'est très guérillesque. Oui. Ça pourrait, c'est une scène qui pourrait être dans le bouquin. Et ce qui est totalement fou, c'est que je suis en train de dire ça comme si avant il n'y avait pas eu un prêtre décapité dans une église, comme si avant il n'y avait pas eu des attentats à Paris. Comme s'il n'y avait pas eu l'affaire Mila. Comme si avant il n'y avait pas eu l'affaire Mila. En fait, à chaque ignominie, à chaque cruauté de tout ce rouleau compresseur de violence, on a l'impression que c'est une première à chaque fois, tant les gens sont endormis, soit par la peur, ce qui est totalement compréhensible, soit par la bien-pensance, ce qui l'est beaucoup moins. Par le système qui les domine et qui leur dit si tu es contre, tu ne subsisteras pas socialement. Tu seras pourri, tu ne seras qu'un cerveau malade. Voilà. Et donc... C'est pour ça qu'il faut avoir du courage, essayer d'être libre vis-à-vis de ce système. Et si on fait l'émission aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce bouquin-là. Moi, personnellement, on mène tous nos vies, plus ou moins brillamment. On a envie on pourrait très bien dans nos canapés rien faire et profiter, se préparer nous comme ça individuellement, mais il faut avoir un peu du courage aussi, essayer de... Et transmettre. Cette vision des choses, peut-être cette lucidité pour avancer et ne pas rester inactif face à ça, quoi. Alors, pour en revenir, On veut la paix. On veut la paix. Enfin, moi, je veux la paix. Ouais. Toi, tu disais que... Ouais, mais après, tu veux la paix. Oui, mais tu disais, la guerre civile, ça pourrait être pas si mal. Oui, mais moi, je voudrais bien la paix que je désire et pas celle que je suis en train de vivre. Ouais, voilà. Oui, je comprends. Alors, après, pour en revenir un peu au livre et à l'auteur, donc, moi, c'est le seul bouquin que j'ai lu d'Oberton. Toi, Lino, t'en as lu combien à peu près? Je t'ai dit, j'en ai lu 4, je crois, 4 ou 5. Et toi, Bob? 3. Moi, j'ai une question à vous poser, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense que des auteurs contemporains, je pense que c'est vraiment quelqu'un de talent quand même. Ah oui? Oberton. Oui, de toute façon, il a vraiment un style à lui, quoi. Moi, j'ai... Ça, oui, c'est vrai. On va pas tarder à terminer, je pense. Mais je vais finir sur une anecdote. Je vivais à Paris pendant plusieurs années et je travaillais dans une entreprise, je vous dirai pas laquelle, pour une raison ou pour une autre, était le temple du boboïsme et de la bien-pensance. Et du coup, moi j'étais fan de guérilla, de Laurent Oberton, et mon patron avec qui je m'entendais très bien, bobo, il avait voté Macron, fier de l'être, tout.
Et j'ai réussi à lui faire lire Guérilla de Laurent Oberton parce que Michel Houellebecq avait en quelque sorte adoubé Laurent Oberton en disant voilà, c'est l'écrivain le plus important, un des écrivains les plus importants actuellement. Et c'est le fait que Houellebecq qu'il y a un appel que Houellebecq l'ait adoubé, que Houellebecq est certainement actuellement un des plus grands écrivains, peut-être le plus grand écrivain, le plus lu en tout cas, le plus connu à l'étranger, le plus grand écrivain français, qu'il ait adoubé Laurent Oberton. Ça m'a permis de faire partager les idées, enfin la vision de ce bouquin à d'autres, et c'est la preuve que voilà, Laurent Oberton est de fait un écrivain important, parce qu'il est reconnu par l'écrivain majeur de notre époque. Par l'un des maîtres actuels de la littérature française. Et voilà, d'ailleurs c'est très bien, Houellebecq, on pourrait faire une émission sur Soumission si vous voulez. Moi je l'ai lu, c'est très intéressant aussi. Ouais, il faudrait peut-être, si on parle de Houellebecq, se prendre le temps de lire quelques autres ouvrages aussi. Voilà. Bon, et en parlant des autres écrivains qui ont écrit à ce sujet, je vous invite à lire Le Camp des Saints de Raspail. Ah, je l'ai aussi. On va pouvoir en faire un. Qui est l'avant-gardiste, en fait, qui est l'avant-garde de la réflexion sur justement les conséquences, les volontés politiques de l'immigration. Et de tous ces pauvres gens qui sont déplacés comme ça en permanence. Et alors là, c'est carrément un livre prophétique. Le livre, je crois qu'il a été écrit en 73, un truc comme ça. 70, et on voit vraiment la vague de migrants que l'on vit actuellement. Voilà. Effectivement, on le voit dans le style d'écriture d'Oberton. C'est très décontracté. Non, mais c'est ça. Et puis on en revient aussi à son parcours. Qu'est-ce qu'il était avant? Il était journaliste. Oui, donc, normalement, quand vous êtes journaliste et que vous faites bien votre travail, vous vous renseignez sur le détail, sur les choses. Et c'est ce qui se retrouve dans les bouquins, en fait. C'est un travail quasiment journalistique. C'est sûr que Guérilla... C'est un travail d'enquête, quoi. C'est sûr que Guérilla et Le Camp des Saints n'ont pas été écrits de la même façon, avec les mêmes objectifs. C'est ce qui est intéressant. Ouais, mais c'est ce qui est très bien. Mais voilà, Le Camp des Saints, je l'ai pas lu, j'avais commencé à le lire. Mais c'est vrai que tu vois tout de suite que le style est différent. Ah, c'est magnifique. Et puis, ce qui est super intéressant dans Le Camp des Saints, nous avons... alors, je ne sais pas si Laurent Oberton s'en inspire, mais nous avons dans le Camp des Saints aussi, comme ça, plusieurs groupes que l'on suit dans cette France qui subit et qui observe, en fait, toute cette vague migratoire, là, pour le coup, qui vient d'Inde. Et en fait, on suit les journalistes. On suit un couple de vieux dans leur appartement. Ouais, qui regardent le télescope quand ils arrivent. Ça c'est des vieux en fait qui sont dans leur... Ouais, c'est un autre, mais oui, comme je te dis, le premier papy qui est là, au bord de la Méditerranée, dans sa maison provençale, et qui les voit arriver comme ça du bout du télescope, et qui lui est vraiment comme un peu le gardien de la tradition. Dans le livre de Raspail, et voilà, donc il y a cette similitude entre Guérilla et Le Camp des Saints, où l'on suit plusieurs personnages pour établir un moment donné. Et c'est super, voilà, tout ça se complète, cette littérature là. On aura peut-être l'occasion de faire des émissions là-dessus, hein, avec plaisir, j'espère. Et aussi Raspail a une biographie énorme avec Cyr aussi, qui est un livre génial qui retrace l'épopée d'une équipe d'adolescents qui veulent restaurer un jeune homme sur le trône de France. Et il nous en apprend beaucoup sur aussi les derniers moments du roi de France Louis XVI, etc. Mais pour en revenir à Guérilla, allez-y, les yeux fermés et le cœur ouvert et les tripes bien attachées. Voilà, je vous le conseille moi aussi chaudement. Je pense que vous ne serez pas déçus, c'est un livre qui se lit très vite. Vous pouvez même, comme je vous le dis, l'utiliser pour essayer de mettre des coins ou des graines dans la tête des gens pour essayer de leur ouvrir l'esprit sur certaines choses, de les bousculer un peu, voilà. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté 3 fois le bouquin. Je l'ai offert 2 fois, le tome 1. Ok. Moi, qu'est-ce que je veux dire pour conclure? Je veux dire quelque chose que j'avais dit déjà dans une émission précédente. Ayez la curiosité, sortez de votre zone de confort de lecture. Hein. Moi, j'avais dit ça pour le film Zardoz. Donc, sortez également de votre zone de confort pour la lecture. Et voilà. T'as marqué Zardoz.
Ah ouais, Oui, bah c'est ça. il Ouais. va en revenir à toutes les Ah, je vous émissions. ai bien eu avec Zordo. Non mais voilà, conclusion. Psychologie. Non mais conclusion, sortez de votre zone de confort, allez-y, ayez la curiosité, vous allez pas regretter. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, laissez des commentaires. C'était Les Ardosiens, rendez-vous à l'épisode 2.